Comment est-ce que vous pouvez investir dans la bourse? À partir de combien vous pouvez investir dans la bourse? Je ne sais pas si vous avez vu, mais Aliko Dangote a conçu récemment une nouvelle raffinerie et là en juin, il va ouvrir son capital en bourse. Tout comme des personnes sont intéressées à mettre de l'argent dans le projet de Naomi, dans le projet de Tonton Tanti, etc. Vous pouvez aussi mettre de l'argent dans des sociétés qui performent déjà. Donc je vous invite d'accueillir avec le maximum de bruit Philippe Simon, s'il vous plaît. La régie me dit que c'est pas un contraire. Est-ce que ici dans la salle, il y en a qui ont déjà investi dans la bourse? Levez les mains. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà investi dans la bourse? On fait du bruit. Ceux qui ont déjà investi dans la bourse, du bruit. Félicitations à vous. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui veulent connaître comment ça marche, faites du bruit. Faites du bruit à la hauteur de votre besoin de connaître. Yes. Rise. Je vous prie d'en ovationner avec le maximum de bruit. Philippe Simon, s'il vous plaît. Je pointe tout. Ok, on va parler de sujets un peu plus techniques maintenant. On va entrer un peu en profondeur sur un sujet qui me tient à cœur. On va parler d'enrichissement et de quelque chose que je regrette énormément. Je regrette énormément d'avoir découvert l'investissement boursier très tardivement. Je vais vous donner une statistique. Aux États-Unis, à peu près 60% des foyers, vous m'entendez bien au fond? Ok. À peu près 60% des foyers investissent en bourse. 60%. C'est énorme. Ça veut dire que vous prenez 10 maisons aux États-Unis, 6 investissent en bourse. En France, ce chiffre s'effondre à 15%. Et je pense que nous, on a pris les habitudes de l'ancien colonisateur. Quand on arrive dans des pays d'Afrique francophone, quand on demande combien de personnes investissent en bourse ici, je pense qu'on est à 0, tu alignes les zéros jusqu'à Douala et tu mets 1 là-bas. Mais on n'investit pas en bourse parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Et comme vous allez le découvrir maintenant, c'est probablement le moyen le plus puissant de gagner de l'argent sans trop se prendre la tête. Alors, je vais descendre, parce que moi je vais être proche de vous. Donc je vais donner du travail au caméraman qui va devoir me suivre partout là, ça va être compliqué pour lui. Mais il faut qu'il justifie son salaire. Je peux avoir un autre micro? Je ne vais pas poser la question. J'ai une question pour vous, hein, c'est une question. Quel est le rôle de l'argent? Alors, je ne vais pas poser la question aux gens qui sont devant pour ne pas les embarrasser. On va aller au fond. Christelle, modératrice, ça va? On peut applaudir pour Christelle, elle vient des Pays-Bas. Et il y a des gens à Douala qui te disent que c'est loin. Yaoundé, c'est loin. Christelle, quel est le rôle de l'argent? Vas-y, dis. Ok. Oui, pour Christelle, c'est la liberté. Monsieur, quel est le rôle de l'argent? Il ne passe pas celui-là. Résoudre les problèmes. Très bien. Monsieur. Le rôle de l'argent, c'est d'investir avec. Monsieur. Quelqu'un a une autre réponse? Garantir l'avenir de sa famille. L'argent, c'est aller être multiplié. Ok. Non, on ne va pas prendre toute la classe. C'est comment?
Vous savez, fondamentalement, la définition que les gens ont par rapport au rôle de l'argent, il y a 3 définitions par rapport à l'argent. 3 rôles, globalement. La première définition, c'est la définition la plus commune. Et c'est celle que j'appelle la définition des pauvres avec l'argent. Les pauvres pensent que... Alors, quand je parle de pauvre ici, je parle de pauvreté en termes d'état d'esprit. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es pauvre en réalité. C'est juste une question de temps. Ça va finir. Tout comme tu peux ne rien avoir maintenant, mais ce n'est qu'une question de temps, tu deviendras riche. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un, je peux savoir si lui c'est quelqu'un qui deviendra riche ou si c'est quelqu'un qui finira pauvre. Parce que le rapport qu'il a à l'argent démontre si c'est quelqu'un qui va en avoir de plus en plus ou qui va en avoir de moins en moins. Alors, les pauvres pensent que l'argent a pour but de payer les charges. C'est le mental des pauvres. Ils pensent que l'argent, ça a pour but de payer des charges. Voilà pourquoi, même quand vous avez un pauvre en entretien, il indexe son salaire par rapport à ses charges. Il a calculé déjà dans sa tête, je dois payer le loyer, je dois payer l'électricité, je dois payer le transport. Et quand il vient en entretien, il te dit qu'il veut 200 000. Même si tu lui demandes de balayer, il te dit qu'il veut 200 000. C'est-à-dire qu'il ne lie pas son salaire à la valeur qu'il apporte. Il lie son salaire à ses charges. C'est la grande majorité des gens qui font comme ça. Deuxième catégorie, la mentalité la plus dangereuse, c'est la mentalité de la classe moyenne. La classe moyenne, ce sont des gens qui pensent que l'argent a pour but de bien vivre. En passant, c'est la classe pauvre qui pense que l'argent, c'est pour régler les problèmes. Ok? La classe moyenne pense que l'argent a pour but de bien vivre. Voilà pourquoi quand quelqu'un a une mentalité de classe moyenne, qu'est-ce qu'il essaye de faire avec l'argent? Il essaye de se faire plaisir. Quand quelqu'un est dans la classe moyenne, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va essayer d'avoir une belle maison, rouler dans une belle voiture, porter de beaux vêtements, en plus envoyer ses enfants dans des écoles chères, et bien évidemment le summum, aller lui-même en vacances de temps en temps à Paris, à New York, ainsi de suite. Ça, c'est la mentalité la plus dangereuse au monde, et c'est elle qui maintient les gens dans la pauvreté. On l'appelle la mentalité de la classe moyenne parce que c'est la mentalité à laquelle la plupart des salariés qui sont dans des entreprises ont. La plupart des gens qui sont à des postes élevés, c'est comme ça qu'ils sont. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens dans la vie, et c'est peut-être le cas dans vos familles, parlent de leur période où ils avaient de l'argent toujours au passé. On a tout ça dans nos familles, non? C'est peut-être ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, qui te dit toujours qu'avant, j'avais l'argent. Le avant là ne reviendra jamais. Parce que cette mentalité-là t'épuise financièrement au fil du temps. Et puis on a la mentalité des riches. Et la mentalité des riches par rapport à l'argent dit que les riches savent que le but principal de l'argent, c'est d'être multiplié. Les riches savent ça. Voilà pourquoi quand un riche a 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million ou même 20 millions, la première question qu'il se pose, c'est comment je multiplie cet argent? Le pauvre se demande, qu'est-ce que je peux payer comme charge? La classe moyenne se demande comment je peux me faire plaisir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que jusque-là c'est clair? D'accord. À la suite de ça, quand vous avez donc compris qu'il y a 3 mentalités, la question après qu'on peut se poser, alors, ouais. Tu peux zapper, hein? La question d'après qu'on peut se poser, c'est de savoir, ok, on a compris qu'il y a 3 mentalités par rapport à l'argent. On a compris que la plupart d'entre nous sommes dans la mentalité des pauvres. Parce que c'est ce que j'essaie de dire. La grande majorité des gens, ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, est-ce que tu es riche? Si tu n'es pas riche, c'est que tu n'as pas la bonne mentalité. C'est clair, non? Il ne faut pas essayer de chercher des idées à 14 heures. On regarde le fait. Est-ce que tu es riche? Et quand je parle de riche, je ne parle pas du fait que tu as un salaire de 1 million ou 2. Ce n'est pas une question du montant de ton salaire. C'est une question de la mécanique financière que tu as établie dans ta vie. Qui fait que année après année, est-ce que tu bâtis un patrimoine qui augmente? Ou alors année après année, tu augmentes le salaire. Et si ton patron tousse fort, parce que le patron peut décider du jour au lendemain que c'est fini, hein, tu n'as plus rien. Et donc c'est très important de comprendre comment on s'enrichit. En réalité, il y a 3 moyens pour devenir riche dans le monde. 3. Pas plus. Ok? 3.
et le salariat n'en fait pas partie. C'est-à-dire que si vous prenez les 1000 hommes les plus riches du Cameroun, il n'y a aucun salarié dedans. Vous savez ça au moins. Prenez même le PDG d'Orange, de L, de tout ce que vous voulez. Prenez les 1000 hommes les plus riches du Cameroun, aucun salarié dedans. Je sais que certains vont dire, je veux quand même la place du PDG d'Orange. Si je peux avoir son salaire, ce serait quand même bien comme salarié. Oui, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une mécanique très dangereuse. Et je vais prendre deux exemples. Et je prends souvent l'exemple de mon père, qui est d'ailleurs dans la salle aujourd'hui. Mon père et moi, on peut l'applaudir. Les anciens le connaissent. Papa, tu peux te lever? Et je suis très content qu'il soit là. Avec ma famille, mes frères, mes soeurs qui sont là dans la salle. Merci beaucoup de vous être rendu disponible et d'être venu. Et quand on fait une activité publique comme celle-ci, c'est important de préserver sa famille, tu vois. S'ils n'ont pas choisi cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisi. Donc ils n'ont pas à être sur les projecteurs, alors qu'ils n'ont rien demandé du tout. Et donc mon père et moi, on a des parcours un peu différents par rapport à l'argent. Il me permet de le dire, c'est sa vie et c'est de la sagesse qu'il en a tiré. J'aime bien raconter cette histoire, mais mon père, très jeune, et il est là, il l'a déjà raconté, donc je ne vais pas dévoiler un secret caché dans la famille. Mon père vient d'une famille pauvre, mais comme beaucoup de Camerounais sont pauvres. Tellement pauvre que quand il était petit, je crois à 8 ans, il ramassait dans les poubelles. Et je sais qu'au Cameroun, quand on dit que quelqu'un est pauvre, il y a pauvre et pauvre. On est d'accord? Même quand quelqu'un dit qu'il est pauvre, il ne ramasse pas dans la poubelle quand même. Et pourtant, mon père a commencé à ce niveau-là, très bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, alors, il raconte qu'il ramassait les poubelles, mais il les ramassait à Bastos. Je me suis dit que, bon, même quand le gars ramasse la poubelle, il est stratégique quand même, tu vois. Il s'est dit, la poubelle de Bastos, c'est pas la poubelle de Damas, tu vois. Donc, il va à Bastos. Et puis un jour, quand il était tout petit à Bastos en train de ramasser, comme d'autres enfants, je pense qu'il vit une scène qui l'a marqué profondément. C'est qu'il voit dans une maison un couple qui est à table en train de manger avec des enfants de son âge. Et ça le frappe parce qu'il se demande, mais qu'est-ce que ces enfants-là font à table? Parce que je pense que dans sa tête, c'était normal que les enfants soient en train de ramasser. Et donc, il commence à se poser des questions. Pourquoi des enfants sont à table alors que moi, je suis en train de ramasser? Et de cette question-là, il va apprendre qu'en fait, c'est parce que leur papa a fait des études et il a été brillant pendant ses études et il a trouvé un bon boulot. Mon père va donc faire de ses études sa voie de sortie de la pauvreté. À 26 ans, il va être un des plus jeunes directeurs de banque au Cameroun, avec un parcours excellent académique. Alors, l'histoire continue. Ce n'est pas encore la partie directeur de banque, avec tous les avantages que ça implique, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, tout le monde l'adule. J'aime souvent dire qu'il a faroté avant que le farotage n'existe. C'est quelqu'un qui arrivait au marché, qui offrait à manger à tout le monde, ce genre de choses. Mais j'aime aussi rappeler que ces années-là, ces années de faste, sont finies. Elles sont finies parce que du jour au lendemain, il a perdu son boulot, ce sont des choses qui arrivent. Et il est passé par des moments très difficiles. Des moments qui ont été pénibles pour lui, mais qui lui ont appris deux choses. La première, c'est que mon père aujourd'hui est devenu un homme très, très sage. Parce que c'est dans les échecs qu'on apprend. On n'apprend rien dans les réussites. C'est dans les échecs qu'on apprend vraiment. Et donc, il a passé sa vie à nous transmettre les leçons de sagesse qu'il a apprises. Et je pense que je n'ai pas été un très mauvais étudiant de ces leçons. Parce que moi, quand je suis allé en France et que j'ai terminé mes études, j'ai commencé très rapidement à travailler. Et je me rappelle encore très bien d'une phrase qu'il m'a dit, qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il m'a dit, maintenant que tu as commencé à travailler, maintiens ton rythme de vie étudiant pendant au moins 2 ans. Je mets pendant 6 ou 7 ans. Mais c'est quoi maintenir un rythme de vie étudiant? Ça veut dire rester dans une petite chambre d'étudiant. Alors même que tous tes camarades ont déménagé, ils sont allés à Bastos, ils ont pris des appartements, 2 chambres salon, toi tu restes dans une petite chambre d'étudiant. Tu restes dans une petite chambre d'étudiant avec toutes les moqueries que ça entraîne, parce que bien évidemment tes camarades ne comprennent pas. Pourquoi un ingénieur qui touche plus de 2000 € en France vit dans une chambre d'étudiant? Et bien moi cette phase était importante parce qu'elle m'a permis d'épargner beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense que sans cette phase-là, je n'aurais pas été l'homme que je suis devenu, parce qu'elle m'a permis d'épargner mais vraiment beaucoup d'argent, qui m'a aidé à pouvoir par la suite
commencer mes premiers business. Et dans la vie, il y a 3 moyens de s'enrichir. On a de l'immobilier, vous savez ce que c'est. On a de la création de business et on a de la bourse. Malheureusement, très peu de personnes savent ce que c'est que la bourse. Vrai ou pas vrai? Alors, là, je vous montre. Si tu peux avancer. Ok. Oui, alors. La bourse, c'est quoi? Je vais expliquer ça très simplement et rapidement pour qu'on avance vite. La bourse, c'est un marché, comme le marché central. Ok? Un marché, écoutez-moi bien à ce stade-ci. Un marché se matérialise par le fait qu'on a 2 catégories de personnes dans un marché, les vendeurs et les acheteurs. Mais la bourse, c'est un marché un peu spécial. Là où se retrouvent des investisseurs qui viennent pour acheter des produits financiers. Qu'est-ce qu'on appelle un produit financier? Ce n'est rien d'autre qu'un produit qui est mis en place par une institution financière ou régulé par un marché. Donc, en d'autres termes, quand vous allez en bourse, vous y allez pour acheter des actions ou des obligations. Les obligations, ce sont des dettes d'État. C'est important que vous compreniez ça. Tous les États au monde sont endettés. L'État du Cameroun est endetté. Et vous le savez, le Cameroun va prendre sa dette au FMI, à la Banque mondiale. Mais peu d'entre vous savent que l'État du Cameroun s'endette sur des marchés financiers. Et donc, ce sont des gens comme vous et moi qui prêtent de l'argent à l'État du Cameroun. Il n'y a pas que la Banque mondiale et le FMI. Par contre, quand on prête de l'argent à un État, on a quasiment la garantie que l'État va rembourser. Juste que les taux d'intérêt sont intéressants. Le Cameroun peut prêter de l'argent à 7-8%. Donc, ça veut dire que tu mets ton argent, tu dis je prête 1 million, 10 millions, 50 millions à l'État du Cameroun, et l'État du Cameroun te dit je vais te rembourser ça sur 8% d'intérêt pendant 5 ans, pendant 7 ans. Et l'État du Cameroun va te rembourser. Là, pourquoi est-ce que un État rembourse toujours? Parce que l'État a le monopole de la taxation. C'est-à-dire que toi, par exemple, si aujourd'hui tu n'as plus d'argent, tu n'as pas grand-chose que tu peux faire, tu peux aller chercher du travail, et ainsi de suite. L'État du Cameroun n'a plus d'argent, il suffit qu'il s'élève demain et il dit on va commencer à taxer les téléphones. C'est tout. Il peut même décider demain que bon, on va commencer à taxer les taximens, donc on double. Il a le monopole de la taxation. Et ça fait donc que l'État ne peut pas faire faillite. Il aura toujours un moyen d'aller chercher l'argent. Soit c'est les entreprises, il peut décider que les grandes entreprises, on double leurs taxes. L'État peut le faire. Et donc l'État est donc un prêteur stable. Donc quand vous allez en bourse et que vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas prendre beaucoup de risques, vous pouvez donc acheter des obligations d'État. Ok? Et plus un État est considéré comme dangereux, et plus ses taux sont élevés. Par exemple, les États-Unis, quand ils vont sur les marchés et qu'ils prêtent de l'argent, ils prêtent de l'argent à 2-3%. Quand l'État du Cameroun va sur les marchés, ils prêtent à 7-8%. Mais entre 2-3% auxquels les États-Unis prêtent, 7-8% auxquels le Cameroun prête, c'est des milliards d'écarts. Ne vous fiez pas aux 2-3%, c'est des milliards d'écarts entre les deux. C'est aussi pour ça que les pays africains d'ailleurs souffrent du fait qu'ils sont les plus pauvres, mais ils remboursent les dettes plus chèrement que les autres. C'est-à-dire que quand la Banque mondiale prête 1 milliard à la France peut rembourser 1,2 milliard. Quand elle prête le même milliard au Cameroun, le Cameroun rembourse 2 milliards. C'est pour ça que la dette est très difficilement, c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de demander qu'on annule notre dette. C'est pas qu'on ne rembourse pas, c'est que la dette est très lourde, parce qu'on a des taux d'intérêt très élevés. Mais bon bref, quoi qu'il en soit. L'autre moyen de gagner de l'argent, ce sont les obligations. Et les actions. Et les actions, c'est quoi? Les actions, c'est le fait d'aller en bourse pour gagner l'argent avec les entreprises que tu vois au quotidien. Pour faire simple, quand une entreprise a besoin d'argent, elle peut faire une levée de fonds. Quand c'est une jeune entreprise, elle peut aller en banque. Mais quand elle va en banque, la banque met beaucoup de conditions. La banque met des garanties. Et par exemple, comme Tchokos disait, si tu ne rembourses pas, c'est mal barré pour toi. Mais il y a un troisième moyen pour les entreprises d'aller chercher de l'argent qui est moins compliqué, c'est la bourse. Les entreprises vont en bourse pour chercher de l'argent. En contrepartie, ce qu'elles font, c'est qu'elles se séparent d'une partie de leur capital. Donc par exemple, supposons que Orange Cameroun, notre sponsor, aujourd'hui, veut, je ne sais pas moi, agrandir quelque chose. Ils veulent peut-être créer un nouveau département, ramener peut-être la 7G au Cameroun, par exemple, et résoudre définitivement le problème de connexion et de bug. Mais pour faire cette opération, ils ont besoin de 10 milliards, par exemple. Et Orange se dit, ok, on ne veut pas aller en bourse, on ne veut pas aller en banque pour chercher cet argent. On veut aller en bourse.
Orange va donc en bourse et dit je veux 10 milliards. Ces 10 milliards, par exemple, représentent 20% de la capitalisation d'Orange. C'est-à-dire que quand on prend la valeur totale d'Orange Cameroun, ces 10 milliards-là valent 20%. OK? Orange donc est prête à se séparer de 20% de ses parts. Parce que quand vous créez une entreprise et que vous êtes seul dedans, vous avez 100% des parts. Quand vous avez quelqu'un d'autre qui vient pour vous joindre dans l'entreprise, vous partagez les parts. Vous pouvez faire 50-50, ce qu'il ne faut jamais faire. Petit conseil, on ne fait jamais 50-50 quand on fait du business à deux. Parce que si vous faites 50-50, le jour que vous n'êtes pas d'accord, l'entreprise est paralysée. Il faut toujours un chef. 51-49. Toujours. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire du business avec des amis. Parce qu'il faudrait que ton ami accepte que ce soit toi le chef. Parenthèse refermée. Et donc Orange donc, a besoin de cet argent et va en bourse. Mais Orange veut donc 10 milliards. Vous allez mieux comprendre la slide que je vais vous montrer après si vous écoutez ce que je vous dis maintenant. Ils vont donc en bourse, ils disent qu'ils veulent 10 milliards. Moi je dis ok d'accord, je crois en Orange. Je crois que c'est une entreprise, ils ne sont pas très nombreux à faire la téléphonie au Cameroun, ils ont quasiment le monopole, ils ont beaucoup d'investissements déjà, ils ne vont pas faire chuter demain, ils ont un bon staff, je crois qu'ils vont continuer de progresser. Donc, je mets mon argent pour acheter des parts de l'entreprise Orange. Je me retrouve donc à mettre 1 million, 2 millions, 5 millions, monsieur met 10 millions, madame met 15 millions, Chokos met 100 millions, Bertin tu faut 1 milliard, voilà. Tout le monde croit en Orange. Et au bout de quelques jours, Orange a donc ses 10 milliards qu'il voulait. Jusque désormais, Orange a 80% de son entreprise et nous qui avons investi dedans, nous avons les 20 autres pourcents. Ok? Maintenant, donc, nous sommes liés à Orange. Ça veut dire que désormais, chaque fois que Orange va gagner de l'argent, Orange nous verse notre part de cet argent. Vous voyez pourquoi c'est puissant? Chaque fois que Orange perd, on perd aussi. C'est donc pour ça qu'il faut bien analyser les entreprises qu'on va choisir. Là, je vous montre donc maintenant la slide d'avant. Ceci-là, je vous ai pris cette capture ce matin. Enfin, moi j'ai pris cette présentation à 4h du matin. Donc on était déjà aujourd'hui. Et là, je vous ai montré une capture d'écran de mon portefeuille en bourse, de l'un de mes comptes. Et dans ce compte, vous voyez que mes avoirs sur ce compte-là sont de 40 millions. Mais dans les 40 millions, j'ai une plus-value. Il faut rester sur cette page. J'ai une plus-value de 13 millions. Ça veut dire que j'ai gagné 13 millions en investissant en bourse en un an. Cet investissement, je l'ai fait en avril de l'année dernière. C'est-à-dire qu'en avril de l'année dernière, j'avais déposé, au total, j'ai déposé 26 millions à peu près. OK? Mais 26 millions que j'ai déposés l'année dernière m'ont en un an généré 13 300 000 sans que je n'ai rien à faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes silencieux parce que vous êtes content pour moi ou parce que vous avez mal pour vous-même? Je ne comprends pas en fait. Ou bien c'est parce que vous découvrez, vous êtes choqués en même temps. Ok, on dit pourquoi que Chokos donne l'impression que l'école c'est mauvais. L'école c'est pas mauvais, hein? On avance. Ok, et donc là j'ai caché à gauche bien évidemment, qui est fou. Là à gauche, vous avez la liste des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Ok, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc j'ai investi et j'ai acheté des actions. Donc la première entreprise, vous avez la quantité totale 700. J'ai acheté 700 actions de cette entreprise. La deuxième, j'en ai acheté 250, 400, 300, ainsi de suite. Okay? Donc là, j'ai investi dans une dizaine d'entreprises, mais 26 millions. Et quantité en cours, c'est-à-dire est-ce qu'en ce moment, je suis en train de faire un achat ou une vente? Non, c'est zéro. Quantité disponible, donc, vous les avez encore, puisqu'il n'y a pas de mouvement en ce moment. Le CMP, c'est le coût moyen auquel j'ai acheté des actions. C'est-à-dire que je n'ai pas mis 26 millions d'un seul trait. Ok? Le premier investissement, j'ai mis 16 millions. Et j'ai mis 16 millions en avril 2025. Et en novembre 2025, parce que les 16 millions avaient déjà généré à peu près 6 millions, ça m'a donné le goût, j'ai pris confiance, j'ai rajouté 10 millions. Ok? C'est pour ça que je suis arrivé à 26 millions. Mais en réinvestissant donc en novembre, j'ai repris certaines actions.
sur lesquelles j'avais déjà investi au préalable et j'ai pris de nouvelles actions en plus. Et donc c'est ce qui m'a amené à ce portefeuille. Maintenant, regardez bien comment on gagne de l'argent en bourse, pour que vous compreniez bien le mécanisme. Quand j'ai acheté, je vais monter pour que ce soit plus clair. Quand j'ai acheté, je suis désolé pour ceux qui sont derrière, mais quand j'ai acheté ici, ok, on était à